Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On en parle encore comme du casse du siècle. Le 20 juillet 1976, les employés d'une banque du centre de Nice découvrent que la salle des coffres a été vidée pendant le week-end et que les voleurs sont passés par les égouts. Le tout sans aucune violence. Un homme est arrêté, Albert Spaggiari, un nom qui vous dit forcément quelque chose tant il est entré dans les annales criminelles. Alors quelles sont les circonstances précises de cet incroyable cambriolage ? Qui étaient les complices d'Albert Spaggiari ? Et surtout, où est passé le butin ? Vous écoutez l'affaire Spaggiari, première partie. Alors là, nous sommes dans le lit du Paillon. Le Paillon, c'est une rivière qui traverse Nice et qui a permis à ceux qu'on a appelés le gang des écoutiers d'accéder au boyau des égouts en empruntant ce chemin et en s'engouffrant dans ce tunnel. Roger Naon, inspecteur principal de la PJ de Nice. Ils sont rentrés dans ce boyau d'égout sur quelques mètres seulement et ils ont commencé à percer. Pour accéder enfin à la salle des coffres de la Société Générale. Et ils ont réussi ce qu'on appelait plus tard le casse du siècle. Vous écoutez France Inter et voici Christian Billmann. Fabuleux hold-up découvert hier à la Société Générale de Nice. Les cambrioleurs ont travaillé pendant tout le week-end. C'est une affaire incroyable de A à Z. José Darigo, journaliste et auteur de Zampa. Parce que tout a l'air d'être un roman. Et les gens qui ont ouvert la banque lundi matin, ils ont trouvé la porte de la salle des coffres fermée parce qu'elle avait été soudée de l'intérieur. Roger-Louis Bianchini, journaliste à Nice Matin. Donc on a compris tout de suite qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Il a fallu donc forcer cette porte. Roselyne Arnaud-Guévaudan, journaliste à France Soir. Pour trouver le carnage à l'intérieur, c'est-à-dire un énorme coffre renversé et tous les coffres ouverts. De mémoire de policiers local et de mémoire de banquiers, on n'avait jamais vu ça. Il y a une foule immense devant la porte d'entrée qui était fermée. Ça criait, ça rouspétait très fort. Les gens voulaient à tout prix savoir. Ils s'accrochaient aux grilles. Mais la banque était imperturbable. Elle ne voulait laisser entrer personne et elle ne voulait renseigner personne sur la teneur des coffres-forts qui avaient été pillés. Dans la salle des coffres, ce qui m'a le plus frappé, c'est le désordre qui régnait sur le sol. Bon, on voyait déjà certaines armoires ouvertes, des coffres éventrés et des papiers. Ils ont eu des surprises. Parce que dans un coffre, il y avait des photos cochonnes. Dans un autre, il y avait du café, du riz, du sucre. Comme si on avait été en 1939 et qu'on craignait la guerre. On n'a même pas, si vous voulez, au début, le montant du préjudice, quand même, qui s'élèvera à peu près 50 millions de francs de l'époque, ce qui veut dire une trentaine de millions d'euros, si vous préférez. Par contre, ce qu'on aura très vite, c'est le nombre de coffres, je crois qu'il y en avait 341 ou 342, quelque chose comme ça, qui ont été forcés et dévalisés. Sur 4000 coffres, ils n'ont pas eu le temps d'achever leur besogne. Sur le mur, ils retrouvent une inscription marquée « Sans armes, sans violence et sans haine ». Jérôme Pierrat, journaliste et auteur de Caïd Story, un siècle de grand banditisme. Les cambrioleurs, évidemment, se sont amusés à retracer ça. Alors, c'est un petit clin d'œil, c'est-à-dire, regardez les gars, comment on vous l'a fait à l'envers. On n'a pas eu besoin de mettre des cagoules, on n'a pas eu besoin de venir avec des mitraillettes, on n'a pas eu besoin de faire en les mains un pot de lapin. On est venu en douceur, vous avez rien vu, on a pris l'argent, on est reparti. Il y a un petit côté Arsène Lupin, voilà. Ça dénotait que c'était pas des bandits ordinaires. Ça dénotait aussi que pour les enquêteurs, ça allait être beaucoup plus difficile de les cerner. Parce que si ce ne sont pas des bandits ordinaires, ils ne seront pas fichés, on ne saura pas qui ils sont et on aura beaucoup plus de mal à retrouver leurs traces. De la salle des coffres, on va chercher à savoir, évidemment, l'itinéraire emprunté par les malfaiteurs. On a vu, parmi toutes les armoires éventrées, l'une d'entre elles qui était nettement inclinée vers l'intérieur de la salle, derrière laquelle, vraisemblablement, les malfaiteurs étaient passés. Effectivement, il y avait un trou béant.
Vous avez un mur d'accès qui fait 1,80 m d'épaisseur. Mais c'est énorme. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à travers. Ce sont des terrassiers, ce sont des techniciens qui ont fait cette affaire-là et qui ont réussi ce coup magistral. C'est un boulot de titan. C'est-à-dire qu'ils ont creusé un tunnel de 8 mètres à travers une pierre quand même assez épaisse. C'est des mois de boulot dans des conditions quand même compliquées. Il fait chaud, c'est exigu, c'est dangereux, ça peut s'effondrer, etc., etc. Donc c'est un vrai boulot de manœuvre en fait. Ils ont charrié des tonnes et des tonnes de pierres, de terre. Enfin, c'est un chantier d'enfer. Et ce tunnel de 8 mètres débouchait dans un boyau d'égout qui donnait dans le paillon. Moi, j'avais été étonnée parce que le travail pour moi d'un voleur, c'est l'argent facile. Passez pas par les tunnels pour aller cambrioler une banque. D'abord, les bandits, s'ils vont cambrioler les banques, c'est parce qu'ils ont la flemme de travailler. Ils vont pas s'amuser à passer 3 mois sous les égouts pour aller cambrioler une banque. Moi, ça me paraissait complètement impensable, cette histoire-là. À se demander si il faisait pas un coup jusqu'en hold-up. Dans cette salle des coffres, il y avait bien entendu le matériel qui avait servi à creuser le tunnel et à ouvrir les coffres forts. Alors, il y avait plusieurs bouteilles d'oxygène, plusieurs bouteilles d'acétylène, des chalumeaux, des pointerolles. Il y avait également un réchaud à gaz, il y avait des casseroles. Bref, ils avaient amené ce qu'il fallait pour passer 2-3 jours. À l'époque, il n'y a pas d'ADN, c'est pour ça que ces messieurs se sont permis de tout abandonner. Et en faisant des recherches, les policiers s'aperçoivent que le matériel qu'ils découvrent, il provient de cambriolages divers, de vols divers, mais tous concentrés quand même dans la région marseillaise. Et puis arrivent des informations. Pratiquement dès le début de l'enquête, nous sommes contactés par les gendarmes de Saint-Martin-du-Var, qui nous disent avoir été alertés quelques jours auparavant par des gens d'un village de Castagnier, parce qu'ils avaient été intrigués par la présence de 4 individus dans une maison. C'est en gros le voisinage qui a téléphoné en disant « c'est assez bizarre, cette maison est inoccupée, il y a des gens dedans ». Et eux vont dire qu'ils ont été conviés de partie fine, où des filles doivent les retrouver, mais en tout cas, il n'y a que ces 4 types qui sont présents. Bon, faute de mieux, les gendarmes qui subodorent un truc pas très honnête, les gardent à l'œil, mais sont bien obligés de les laisser repartir. Il y a autre chose encore, un autre élément qui vient s'ajouter, c'est que la police de Nice nous informe que quelque temps avant, au mois de juin, une nuit, ils avaient interpellé 2 individus en pleine nuit sur l'avenue de la Californie à Nice avec des sacs à dos. Ces individus avaient dans les sacs des pointerolles toutes neuves avec du matériel pour percer. Et c'était Daniel Michelucci et Gérard Vigier, encore eux. À partir de ces 2 contrôles, ils ont 3 identités, puis 3 identités qui chantent, comme on dit, dans les services de police. C'est des têtes d'affiche. Il y a un type qui s'appelle Gérard Vigier, Michelucci, un Corse bien connu, et Dominique Poggi, un 3e larron, qui sont des gens qu'on sait frayer dans l'entourage du gros caïd, celui qu'on appelle le parrain de Marseille à l'époque, qui s'appelle Gaëtan Zampa. Donc on voit se profiler l'ombre du grand banditisme marseillais derrière cette affaire. Ce qui nous conforte donc dans l'idée d'aller perquisitionner la villa. Et on trouve des lampes torches qui sont exactement les mêmes que les lampes torches que nous avons vues dans la salle des coffres-forts. Donc là, on a fait, on va dire, 90% de liens. Les 10% restants, c'est la boue qui était sur les lampes torches, qui après analyse se révèle être la boue des égouts de Nice. Et là, le lien est fait à 100%. Donc l'enquête se poursuit et on apprend que 2 individus tentaient de négocier des lingots d'or dans une banque de Roquefort-les-Pins, qui est à proximité de Nice. L'employé de banque, ils disent qu'est-ce que c'est que ces types avec leurs lingots d'or, ils ont pas l'air très nets. Donc ils regardent et ils s'aperçoivent que les lingots proviennent du casse de la Société Générale. Ils n'avaient pas peur, les mettre à la banque alors qu'ils venaient d'en voler une. C'était gonflé. Donc on va les interpeller, on les interroge, et ils nous disent qu'ils ont été contactés pour négocier ces lingots d'or par un certain
Spaggiari, Albert, dit Berthe. Et c'est comme ça que les enquêteurs vont se mettre sur la piste d'Albert Spaggiari, qui affiche pas un profil de délinquant, Albert Spaggiari. Hein. C'est un type qui est photographe de quartier, donc il fait communion, bar mitzvah, mariage, voilà, avec son appareil autour du cou le week-end. Pour les policiers, Albert Spaggiari est un quasi-inconnu. C'est un simple photographe de mariage. Il n'est pas fiché au grand banditisme. Mais dans cette affaire, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Spaggiari, il a fait 3 bêtises quand il était jeune. Pas de casier judiciaire extraordinaire. Il n'a pas la carrure pour faire un truc comme ça. On était très étonnés. C'est un mec sorti de rien et puis qui réussit le casse du siècle. Quand il est arrivé à Hyères avec sa mère, venant d'un petit village des Alpes de Haute-Provence, ses copains de classe l'avaient surnommé le petit spaghetti, parce qu'il était de père italien. Petit spaghetti, il en avait vraiment souffert d'être traité comme ça. Donc, toute sa vie, il a eu cette conviction de devenir quelqu'un d'important. Il est parti en Indochine, engagé dans les parachutistes en Indochine. C'était quand même quelque chose. De son passage en Indochine, on peut retenir qu'une chose, c'est qu'il a braqué un bordel, je dis bien un bordel. Jean-Claude Valera, avocat de la compagne de Daniel, Michelucci. Et soi-disant, et c'est ce que lui a dit, parce qu'il voulait laver l'honneur d'un ami. Et il a été condamné à 2 ans de travaux forcés à Poulot-Condor. Les travaux forcés, c'est vraiment le pire du pire en matière carcérale. Jacques Perrat, avocat d'Albert Spaggiari. Et ça l'avait beaucoup marqué. Ensuite, il est rentré en France. Et là, il s'est accoquiné avec l'OAS. C'était avant tout un aventurier. Tout ce qu'on lui connaît, c'est des amitiés d'extrême droite. Il est militant anti-décolonisation. Voilà, c'est un ancien para qui a fait l'Indochine, etc. Donc c'est un type qui est plutôt très à droite. Mais c'est tout ce qu'on lui connaît comme métier. En aucun cas de casier judiciaire, de fréquentation malfrate. On le voit pas du tout dans ces sphères-là. Il s'agit, il rencontre une infirmière qui est Audi. Elle vit à Nice et il va l'épouser. Audi ouvre une officine d'infirmière et lui loue le magasin d'à côté qui devient un studio de photographie. Il essaie de se recaser dans la photographie, d'avoir une existence plus sereine. Il y arrive, mais il rêve. Il rêve toujours d'un destin glorieux. La gloire, voilà. Enfin, la gloire. Il a fait partie d'une organisation secrète, donc il a le mental pour ça. Charles Pellegrini, ancien chef adjoint de l'Office central pour la répression du banditisme. Et donc, à la limite, il a plus fait parler de lui, mais il a un profil qui le permet de cocher la case braquage. Les enquêteurs, très naturellement, vont aller chercher Albert Spaggiari. Manque de peau, il n'est pas là, parce qu'il accompagne en voyage officiel Jacques Médecin au Japon. Jacques Médecin, rappelons-le, qui est le maire de Nice de l'époque. Donc, ils sont bien obligés de l'attendre. Il l'attend, et quand il revient, il l'arrête tout simplement fin octobre dans un restaurant qui fait face à son magasin de photos dans Nice. Voilà. Et hop, il part en garde à vue, le bel Albert. Et pendant les premières 24 heures, ou presque, il n'avoue pas, il ne dit rien. Il répétait toujours la même chose. C'est pas moi. Je suis pas au courant. Je sais pas de quoi vous parlez. Et puis on s'aperçoit qu'il est propriétaire d'une bergerie sur les hauteurs de Nice. Donc les enquêteurs, très naturellement, vont aller procéder à une perquisition en sa présence. Et dans le poulailler, ils mettent la main sur un stock d'armes. Donc là, il y a une négociation qui se fait
entre le parquet, la PJ et Spaggiari pour éviter à sa femme de plonger pour la détention du dépôt d'armes. Lui ont dit, écoute Albert, c'est toi qui es propriétaire de la villa? Non, pas toi, c'est ta femme. Alors on va arrêter ta femme, Audy, on va la mettre en prison. À moins, bien entendu, que tu nous racontes ce qui s'est passé au CAS, où elle n'était pas. Évidemment, Spaggiari n'a pas envie d'envoyer sa moitié en détention et il va accepter de collaborer avec les enquêteurs de la PJ de Nice. Et il va dire, OK, je passe aux aveux, mais moi, je veux pas le vulgum pecum du service de PJ. Je veux parler au dieu de la PJ française, en l'occurrence son patron, Honoré Gévaudan, flic de légende, grand commissaire de l'époque, etc. Si j'apprends que mon père descend à Nice, c'est que le cerveau de Nice est là. Roselyne Arnaud-Gévaudan, journaliste à France Soir. Il descend pas pour n'importe quoi. Donc il descend, il va voir Spaggiari et il commence à lui parler. Et il lui dit, si vous parlez pas, tout le monde va croire que c'est les autres qui l'ont fait. Et l'autre, comme il voulait que ce soit lui, il s'est allongé, comme on dit. Et il a fait avouer sans bagarre, sans coup d'annuaire sur la tête, simplement le brossant dans le sens du poil, en lui disant, vous avez fait un coup formidable, ne vous faites pas voler la vedette. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il lui a fait un baratin qu'il a convaincu et il a tout dit. Il n'a pas balancé ses complices en se présentant comme le cerveau du CAS, l'organisateur, enfin le Deus ex machina, quoi. Il avait placé un réveil qui était chargé de sonner la nuit, quand il n'y a personne, ni vigile, ni témoin dans la banque, pour savoir si une alarme se déclenchait, une alarme acoustique ou sismique, se déclenchait au son du réveil. Eh bien, il a eu la certitude, au bout de quelques semaines, qu'il n'y avait ni alarme acoustique, ni alarme sismique. Et que on pouvait piocher, on pouvait faire du bruit avec des vérins hydrauliques, on pouvait faire exploser ce mur sans problème la nuit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a raconté la difficulté qu'ils ont eue. Ah ben, je peux vous dire, hein, les murs de votre banque, ils tiennent le coup, hein. Il nous a fallu 5 heures pour arriver à le percer et 1 heure pour pousser avec un vérin hydraulique. Ah non, elle est bien gardée, hein, cette banque. Tenez, quand je serai libéré, si j'ai encore de l'argent, c'est là que je viendrai le placer. Éclat de rire général. C'était Spaggiari le magnifique. Le juge d'instruction va lui dire, bon ok, monsieur Spaggiari, donc vous avez fait l'affaire, où est l'argent? Où est en tout cas votre part à vous? Spaggiari, il n'a aucune envie d'aller donner sa part. Donc qu'est-ce qu'il va raconter? Il va noyer le poisson en disant, j'ai donné ma part à une organisation qu'on appelle la Catena, la chaîne en italien, qui serait une organisation qui serait chargée d'exfiltrer les militants d'extrême droite en difficulté avec les autorités de leur pays, etc. Une espèce de filière clandestine pour fachos. Justement, enfin, Albert, tu rigoles avec ta Catena, personne n'y croit, personne n'en a entendu parler. Tu es le seul qui en parle. Comme toujours, mais j'avais pas de réponse. Il a raconté qu'ils étaient une vingtaine, il y avait une dizaine de gars de son équipe à lui et une dizaine de Marseillais. Il y avait 2 équipes, il y avait une équipe de jour, une équipe de nuit. Didier Collier, membre du gang des égoutiers. On a fait ça parce qu'on était trop nombreux, donc il fallait se départager. Et si on faisait des jours et nuits, ça nous faisait aller plus vite. S'il nous avait balancé, il aurait pu. Hein. Il connaissait tous les prénoms et toutes nos adresses, hein, à Marseille et de partout. S'il veut prendre tout à son pied, moi ça ne me dérange pas. Et nous, on n'a rien fait. Et voilà. En avouant être le cerveau du CAS de Nice, Albert Spaggiari devient une star du jour au lendemain. Il fanfaronne, et le milieu le laisse tout encaisser, le CAS et la gloire. Le petit photographe de Nice n'a pas fini de surprendre.
Le juge Boisys a été dépêché sur place et c'est lui qui a repris l'affaire en main. Boisys était extraordinaire en ce sens qu'il était toujours souriant, il avait de bonnes relations avec tout le monde, on ne pouvait que l'aimer cet homme. Il était plus avocat qu'avocat. Spaggiari, il est très intuitif, vous voyez. Il n'a pas fallu 10 secondes pour comprendre, grâce à son don de la physionomie, ses qualités psychologiques, mais tout à fait instinctives, hein, qui était le juge Boisys. Il a dit, lui, je vais l'enfumer. Il était convoqué avec son avocat, maître Jacques Perrac, par le juge, monsieur Richard Boisys, tous les jeudis à 15h, alors que Spaggiari était en prison, pour un interrogatoire dans le bureau du juge, tous les jeudis à 15h. Et je crois qu'un jour, Gévaudan lui a dit « Mais vous lui enlevez les menottes ?» Oui, c'est pour le mettre en confiance. Pour être en confiance, il a été en confiance. De l'entrée du Paillon à la banque, ça fait plusieurs kilomètres. Boisys, le juge d'instruction, n'avait pas très bien compris le cheminement. Albert s'assied. Et puis, monsieur le juge, j'ai ce que vous m'avez demandé. Et il se lève et il va déposer sur la table le plan qu'il avait préparé. Juge Boisys regarde. Elle dit, il comprend rien à votre truc. Bougez pas, je vais vous montrer. Il va contourner le bureau pour se positionner debout à côté du juge pour lui montrer le plan et lui expliquer la chose. Et au moment où il va se pencher comme ça, c'est un chat de gouttière, Albert Spaggiari. C'est un ancien parachutiste. Il est sec, il est sportif, il est petit, il est nerveux. Il a ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et au moment où il va comme ça pointer, essayer d'expliquer son truc, il va dans le même mouvement se précipiter vers la fenêtre, l'ouvrir, sauter. Le juge se précipite, essaye de l'en empêcher, et moi je gueule de mon... Non, non, ne fais pas ça, Albert, ne fais pas ça. Ne saute pas, bordel. Jacques Perrat, avocat d'Albert Spaggiari. Et Albert disparaît. Il a sauté, il est tombé sur le toit d'une voiture qu'il a à moitié écrasée, ce qui a permis d'amortir sa chute d'ailleurs. Pour la petite histoire, il a envoyé plus tard une somme de 5000 francs pour dédommager le propriétaire de la voiture. Et donc là, un complice attendait en moto et il est parti. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Anne Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.